Donc nous allons voir la guerre civile ukrainienne de 2014 à 2022. Le postulat est, après le coup d'État soutenu par l'Occident en février 2014, le conflit en Ukraine est progressivement devenu incontrôlable. Le conflit avec la Russie a été délibérément intensifié contre la langue, la culture et l'Église orthodoxe russe qui ont été marginalisées. L'opposition politique a été purgée. Alors, ce récit est issu de l'ouvrage The Ukraine War and the Eurasian World Order de Glenn Deezer, édition Clarity Press, paru en 2024. Alors, c'est considéré comme une lecture incontournable pour quiconque veut comprendre le grand changement dans la répartition mondiale du pouvoir qui s'opère sous nos yeux, selon John Mearsheimer. Erwindle Harrison, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Chicago. Donc, après le coup d'État soutenu par l'Occident en février 2014, le conflit en Ukraine est progressivement devenu incontrôlable. Donc, le conflit avec la Russie a été délibérément intensifié. La langue, la culture et l'Église orthodoxe russe ont été marginalisées. L'opposition politique a été purgée. L'extrême droite est devenue un instrument puissant pour transformer l'Ukraine et perpétuer un conflit par procuration dans le but explicite de saigner la Russie. Le soutien des États-Unis à l'extrême droite a permis d'empêcher tout effort démocratique visant à faire la paix avec la Russie et à rétablir les relations. Le coup d'État soutenu par l'Occident a été considéré par Moscou comme une menace existentielle pour la Russie et une menace pour ses compatriotes de l'Est et du Sud de l'Ukraine. L'incursion de l'OTAN en Ukraine était particulièrement dangereuse dans la mesure où la Crimée abrite la flotte russe de la mer Noire depuis 1783 et est impérative pour la sécurité russe. Le risque que la Russie perde la base navale, voire la possibilité que l'OTAN en prenne le contrôle, constituait une ligne rouge que la Russie ne pouvait permettre à l'OTAN de franchir. Comme l'avait prédit le directeur de la CIA, William Burns, en 2008, les efforts des États-Unis pour intégrer l'Ukraine dans l'OTAN étaient susceptibles de déclencher une guerre civile dans laquelle la Russie interviendrait probablement, mais à contre-cœur. La faiblesse historique de la Russie en tant que plus grand pays de la planète, en termes de superficie, a toujours été le manque d'accès sûr et fiable aux corridors maritimes pour la relier au reste du monde. La mer Noire est un corridor indispensable qui relie la Russie à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique. Donc la Russie a mené de nombreuses guerres avec la Turquie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne depuis le XVIIe siècle pour établir et préserver le corridor maritime de la mer Noire. Speckman, un spécialiste américain très influent sur l'endiguement de la Russie, écrivait en 1942 « Depuis 200 ans, depuis l'époque de Pierre le Grand, la Russie a tenté de percer l'anneau d'États frontaliers et d'atteindre l'océan. La géographie et la puissance maritime l'ont constamment contrecarré. » Le secrétaire général adjoint de l'OTAN a reconnu en juillet 2022 que la guerre en Ukraine concernait principalement le contrôle de la mer Noire. Lorsque la Grande-Bretagne et la France sont entrées en guerre contre la Russie lors de la guerre de Crimée en 1853, les diplomates européens avaient clairement indiqué que l'objectif était de repousser la Russie en Asie et de l'exclure des affaires européennes. L'expansion de l'OTAN en Ukraine pourrait transformer la mer Noire en un lac de l'OTAN. Le renforcement de l'OTAN face à la Russie déclencherait alors un séisme géopolitique. Les aspirations de l'OTAN à contrôler les corridors maritimes nécessitent de limiter l'accès fiable à la Russie à 3 voies navigables situées à ses frontières occidentales. La mer Noire, la mer Baltique et le Grand Nord. L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a déclaré avec optimisme « Après l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, la mer Baltique sera désormais une mer de l'OTAN. Et si nous le souhaitons,
nous pouvons bloquer toute entrée et sortie de la Russie via Saint-Pétersbourg. La population de Crimée était massivement favorable à l'adhésion de la Russie. La Crimée avait son propre parlement en tant qu'organe législatif autonome qui donnait au processus un certain sentiment de légalité. De plus, la péninsule avait été transférée à l'Ukraine dans des circonstances quelque peu douteuses par Khrouchtchev en 1954. Le référendum en Crimée signifiait que le projet de saisie par Washington de la base navale historique et légitime de la Russie en eau chaude en Crimée a échoué. Poutine a expliqué la décision de la Russie comme une réaction à des politiques d'endiguement agressives. Nous avons toutes les raisons de supposer que la fameuse politique du confinement, menée au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, se poursuit aujourd'hui. Et il y a une limite à tout. Et avec l'Ukraine, nos partenaires occidentaux ont dépassé les limites. La Russie s'est retrouvée dans une position dont elle ne pouvait pas se retirer. Si vous comprimez le ressort jusqu'à sa limite, il se remettra en place très fort. Sommes-nous prêts à défendre systématiquement nos intérêts nationaux ou allons-nous toujours céder et nous retirer on ne sait où ? Washington a dû s'appuyer sur l'argument de la démocratie en insistant sur le fait que le référendum en Crimée était illégitime, car il s'était déroulé sous le canon d'une arme à feu. La réaction de la Russie au coup d'État soutenu par l'Occident en Ukraine a eu plusieurs implications pour le droit international. En plus de violer la Charte des Nations Unies en reprenant la Crimée sans l'autorisation des autorités de l'État, Moscou a également violé le mémorandum de Budapest. Le manque de loyauté envers l'Ukraine était également évident, puisqu'à la suite du référendum en Crimée, environ 75% du personnel naval ukrainien a fait défection vers la Russie ou a quitté la marine ukrainienne. Le mémorandum de Budapest. Le 5 décembre 1994, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie s'étaient réunis dans la capitale hongroise et avaient promis des garanties de sécurité dans le cadre de 3 accords distincts avec l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. Ces 3 pays ont accepté de renoncer à leurs armes nucléaires en échange de garanties de sécurité. Le mémorandum de Budapest présentait des garanties de sécurité qui comprenaient, entre autres dispositions, l'engagement de respecter l'indépendance et la souveraineté ainsi que les frontières existantes de l'Ukraine, et de s'abstenir de toute coercition économique destinée à subordonner à son propre intérêt l'exercice par l'Ukraine des droits inhérents dans sa souveraineté. Alors que la Russie a violé le mémorandum de Budapest, les États de l'OTAN ont d'abord violé leur engagement de s'abstenir de toute coercition économique pour promouvoir leurs propres intérêts et avantages en matière de sécurité. Lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions à la Biélorussie en 2013, Washington a explicitement déclaré que le mémorandum de Budapest n'était pas juridiquement contraignant et que les actions américaines étaient exemptées car elles visaient à protéger les droits de l'homme. Les sanctions visent plutôt à garantir les droits humains des Biélorusses et à lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et d'autres activités illicites, et non à procurer un quelconque avantage aux États-Unis. Les pays de l'OTAN affirment que le recours à la coercition économique et leur violation de la souveraineté ukrainienne étaient destinés à soutenir la démocratie et les droits de l'homme, plutôt qu'à promouvoir leurs propres intérêts. L'Occident s'est immiscé dans les affaires intérieures de l'Ukraine, a imposé des sanctions économiques et a finalement renversé le président ukrainien. Le mémorandum de Budapest a été mis de côté car l'Occident prétendait avoir soutenu une révolution démocratique. En reprenant la Crimée, Moscou a contribué à l'escalade des tensions et a ainsi provoqué une réponse plus dure de Kiev dans le Donbass. Lorsque les habitants du Donbass se sont également révoltés contre ce qu'ils considéraient comme un régime illégitime qui avait pris le pouvoir lors d'un coup d'État, le nouveau gouvernement de Kiev a eu recours à la force militaire pour réprimer les manifestations. Il y avait une tendance en Occident
a nié le pouvoir d'action des habitants du Donbass, en les qualifiant de Russes ou de sécessionnistes. Comme l'ont reconnu deux analystes de la Rand Corporation liés au Pentagone, même selon les propres estimations de Kiev, la grande majorité des forces rebelles étaient composées de locaux et non de soldats de l'armée russe régulière. Le 2 mai 2014, des manifestants pro-Maïdan et anti-Maïdan se sont affrontés à Odessa, ce qui a poussé les manifestants anti-Maïdan à chercher refuge dans la maison des syndicats. Les manifestants pro-Maïdan ont incendié le bâtiment et des dizaines de personnes ont été brûlées vives. L'incapacité de la fragile armée du gouvernement putschiste à contrer les rebelles du Donbass a entraîné le recours à des milices d'extrême droite de l'ouest de l'Ukraine. L'un des bataillons nazis a pris le nom de bataillon Azov après avoir pris le contrôle de Mariupol sur la côte de la mer d'Azov. Il deviendra plus tard le régiment Azov. Le gouvernement de Kiev, soutenu par l'OTAN, a lancé une opération antiterroriste en avril 2014 contre les rebelles du Donbass qui rejetaient la légitimité du coup d'État. Et les combats ont entraîné la mort de 14 000 Ukrainiens. La fédéralisation pourrait être une solution pour garantir la préservation de la langue, de la culture et de la foi régionale. Mais le fédéralisme peut aussi être une arme à double tranchant en devenant un tremplin vers la sécession. Du point de vue de Washington, une solution fédérale au problème de l'Ukraine était profondément problématique, dans la mesure où les droits autonomes pour le Donbass cimenteraient les relations étroites de la région avec la Russie et pourraient empêcher l'expansion de l'OTAN. Washington avait déjà saboté un accord similaire en 2003 pour résoudre le différend entre la Moldavie et la Transnistrie, car cela aurait empêché la poursuite de l'expansion de l'OTAN. Une Moldavie unie restait neutre, ce qui aurait été conforme à la Constitution de 1994, qui proclamait « La République de Moldavie proclame sa neutralité permanente ». Les États-Unis et l'UE ont réussi à saboter l'accord au dernier moment en faisant pression sur le président moldave Vladimir Voronin pour qu'il se retire de l'accord de la veille de sa signature de paix. L'entente implicite est que l'UE et les États-Unis ne soutiendront pas une solution politique qui préserve des liens étroits avec la Russie et fait obstacle à l'absorption de la Moldavie dans l'OTAN. L'encerclement militaire de l'OTAN s'est accéléré parallèlement aux attaques orchestrées par les États-Unis contre les Russes en Ukraine. Henry Kissinger a également critiqué le discours sur l'Ukraine comme étant uniquement une question de confrontation. Le débat public sur l'Ukraine est uniquement une question de confrontation. Le professeur Stephen Cohen a averti en 2014 que la Russie ne reculera pas. C'est existentiel. Poutine fera des compromis lors de ces négociations, mais il ne reculera pas s'il est confronté militairement. John Pilger a prédit que l'Occident était à l'origine d'une guerre civile en Ukraine qui se transformerait en une guerre par procuration contre la Russie. Si Poutine peut être incité à leur venir en aide, son rôle de paria, prédéterminé, justifiera une guérilla dirigée par l'OTAN qui risque de se propager à la Russie elle-même. Depuis 2014, la population civile du Donbass n'a reçu aucune aide humanitaire de l'Ukraine ou de l'Occident. En 2014, l'Ukraine a également construit un barrage en béton dans la région de Kherson qui a bloqué 85% de l'approvisionnement en eau de la Crimée, un phénomène qui a persisté jusqu'en 2022, date à laquelle la Russie a envahi et rétabli l'accès à l'eau de la Crimée. Les combats entre Kiev et le Donbass devaient être résolus grâce au protocole de Minsk, conclu en septembre 2014. Mais le cessez-le-feu a été rompu. Kiev a subi de lourdes pertes dans les combats qui ont suivi et s'est retrouvé encerclé, après quoi Berlin et Paris sont intervenus avec une initiative de paix. L'accord Minsk II a ensuite été conclu en février 2015 et signé par Kiev, le Donbass, l'Allemagne, la France et la Russie. L'accord de Minsk II visait uniquement à résoudre le conflit intérieur entre Kiev et le Donbass,
L'accord de Minsk II stipulait que les armes lourdes devaient être retirées et que Kiev devait engager diplomatiquement le Donbass pour faire adopter les réformes constitutionnelles nécessaires pour accorder l'autonomie à la région. Donc l'autonomie du Donbass visait à sauvegarder ses droits culturels et linguistiques et pourrait probablement également donner au Donbass la capacité d'empêcher une future adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Cette première étape de l'accord de paix n'a jamais été franchie car les autorités ukrainiennes n'ont pas établi de dialogue avec le Donbass et le Parlement ukrainien a rejeté le projet de loi sur les élections dans le Donbass. Les États-Unis ont signé l'accord de Minsk II et l'ONU a voté sur cette résolution pour en faire un traité légal. Mais par la suite, Washington n'a montré aucune intention de faire pression sur Kiev pour qu'elle le mette en œuvre. Les États-Unis ont commencé à saboter l'accord de Minsk tout en armant et en entraînant l'armée ukrainienne pour modifier l'équilibre des forces militaires sur le terrain, garantissant ainsi que Kiev n'aurait pas à respecter ses engagements dans le cadre de l'accord de Minsk. Le général américain Philip Breedlove et Victoria Nuland ont qualifié Angela Merkel de défaitiste, tandis que le sénateur américain John McCain a qualifié l'initiative de paix franco-allemande de Minsk de connerie de Moscou, comparée à l'apaisement d'Hitler. Il est apparu au départ que seuls les États-Unis et le Royaume-Uni compromettaient l'accord de paix, et que l'Allemagne et la France étaient tout simplement trop faibles pour faire adopter l'accord qu'elles avaient négocié. Le Parlement européen a déclaré que la Russie a une responsabilité particulière dans la mise en œuvre de l'accord de Minsk, même si la Russie n'a pas été identifiée comme l'une des parties au conflit et n'est même pas mentionnée dans le texte. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'Allemagne et la France ont révélé qu'elles n'avaient pas l'intention de mettre en œuvre l'accord de Minsk II. Le général Jens Stoltenberg, qui confirmait en février 2023 « La guerre n'a pas commencé en février de l'année dernière, la guerre a commencé en 2014 ». Et depuis 2014, les alliés de l'OTAN ont fourni un soutien à l'Ukraine avec des entraînements et des équipements, de sorte que les forces armées ukrainiennes étaient beaucoup plus fortes en 2022 qu'elles ne l'étaient en 2020 et 2014. Et bien sûr, cela a rendu une énorme différence lorsque le président Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine. En février 2023, le président Zelensky a reconnu qu'il n'avait jamais eu l'intention de mettre en œuvre l'accord de Minsk. L'ancien président ukrainien Petro Poroshenko a également confirmé que Kiev, sous son administration, n'avait pas l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk également. Le général allemand à la retraite Harald Kudjat, ancien chef de la Bundeswehr allemande et ancien président du comité militaire de l'OTAN, a averti en 2023 qu'il était clair que saboter l'accord de Minsk signifiait que l'Occident était coupable d'une violation du droit international. Jack Matlock, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union soviétique, a déclaré en octobre 2022 « La guerre aurait pu être évitée, et l'aurait probablement été, si l'Ukraine avait été disposée à respecter les accords de Minsk et à reconnaître le Donbass comme une entité autonome. » L'une des principales faiblesses de la révolution orange, soutenue par l'Occident en 2004, était que le gouvernement pro-occidental, anti-russe en place, pouvait être renversé lors des élections suivantes en raison des liens socio-économiques étroits avec la Russie et de la forte opposition à l'OTAN parmi les Ukrainiens. Après Maïdan, Washington a commencé à s'impliquer plus directement dans la gouvernance de l'Ukraine. Plusieurs Américains ont occupé des postes clés au sein du gouvernement ukrainien après 2014. Tout au long des années 1990 et 2000, des évolutions similaires se sont produites dans les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ayant toutes des présidents qui étaient des citoyens nord-américains. Le procureur général d'Ukraine, Viktor Shokin, a déploré que depuis 2014, le plus choquant est que toutes les nominations gouvernementales ont été faites en accord avec les États-Unis. Le comportement de Washington, selon Shokin,
indiquaient qu'ils croyaient que l'Ukraine était leur fief. La carrière du procureur général Tchokine a pris fin lorsqu'il a ouvert une procédure de corruption contre la société énergétique ukrainienne Burisma, car les nouveaux administrateurs recrutés en mai et juin 2014 étaient soupçonnés d'être impliqués dans les affaires de corruption, dont l'un d'eux était le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Joe Biden, alors vice-président, est intervenu dans l'enquête en faisant limoger le procureur général Tchokine, en menaçant de retenir une garantie de prêt américain d'1 milliard de dollars. Alors que la situation de l'Ukraine devenait plus précaire et que la dépendance à l'égard de l'Occident augmentait, Kiev a largement confié le processus de reconstruction d'après-guerre à BlackRock et JP Morgan pour gérer le fonds de développement de l'Ukraine. Avec l'imposition du consensus de Washington à l'Ukraine avec privatisation et déréglementation, les géants agricoles occidentaux ont acheté des millions d'hectares de terres agricoles ukrainiennes. Les agences de renseignement et l'armée ukrainienne ont également été infiltrées par les Américains pour transformer l'Ukraine en un intermédiaire ciblant la Russie. Les nouveaux services de renseignement militaire construits par les États-Unis ont ensuite été utilisés pour mener des attaques terroristes en Russie, comme l'assassinat de Daria Dugina. Les purges politiques. Alors que la majorité des Ukrainiens étaient favorables à des liens étroits avec la Russie avant 2014, tous ces liens ont été éliminés en tant qu'instrument politique possible d'une guerre hybride russe. Avec le soutien des États-Unis, le nouveau gouvernement de Kiev s'est détaché de la Russie et a réprimé une grande partie de sa propre population, en purgeant l'opposition politique, les médias indépendants, l'Église orthodoxe et toutes les manifestations de la langue et de la culture russe. Les partis politiques les plus favorables à la Russie étaient le Parti des régions et le Parti communiste. Le premier était le plus grand parti politique d'Ukraine de 2007 jusqu'au coup d'État de 2014. Par la suite, tous deux furent purgés d'accusations de trahison et disparurent en grande partie de la carte politique. En 2021, les autorités de Kiev ont arrêté le principal chef de l'opposition Viktor Medvedchuk, élu au Parlement ukrainien et chef de son plus grand parti d'opposition. En 2023, Kiev a même retiré à Medvedchuk sa citoyenneté ukrainienne. Les médias indépendants ont également été purgés sous le slogan nationaliste « Une nation, une langue, un peuple ». En février 2021, le président ukrainien a fermé 3 chaînes de télévision ukrainiennes sans aucun soutien juridique. En août 2021, le gouvernement a également commencé à bloquer les médias en ligne qui restaient le dernier vestige de médias indépendants. Cette censure a été accueillie soit par le silence, soit par une standing ovation en Occident. La politique étrangère a également célébré la censure en titrant « Le président ukrainien montre enfin ses muscles, Volodymyr Zelensky s'attaque à la machine médiatique pro-russe de son pays ». La première loi du Parlement ukrainien post-coup d'État en 2014 a été de voter en faveur de l'abolition des droits linguistiques des minorités, ce qui a supprimé le russe comme deuxième langue dans le sud et l'est de l'Ukraine. D'autres langues minoritaires ont également été mises à l'échelle, comme le hongrois. Nier l'influence des Ukrainiens russophones et interdire la langue russe dans les films et autres œuvres était conforme à l'approche américaine de l'édification de la nation ukrainienne, qui impliquait la rupture de tous les liens avec la Russie en dépit de la démocratie. Les États-Unis ont encore alimenté le discours nationaliste anti-russe lorsque le Sénat américain a adopté une résolution en 2018 définissant la famille de l'Holodomor comme délibérée et comme un génocide dirigé contre les Ukrainiens. Purger l'Église orthodoxe. En 2014, l'Ukraine a interdit une série de chaînes de télévision, de séries télévisées, de livres russes.
3 ans plus tard, l'Ukraine est allée plus loin et a bloqué un certain nombre de plateformes de médias sociaux russes. De nombreuses pop stars et célébrités russes ne sont plus les bienvenus en Ukraine. En 2022, Kiev a commencé à purger l'Église orthodoxe et à arrêter des prêtres. L'Ukraine a également ordonné à une aile de l'Église orthodoxe historiquement alignée sur la Russie de quitter un complexe monastique à Kiev dans le cadre d'une nouvelle répression religieuse. Une Ukraine ultranationaliste. Après Maïdan, le rôle de l'extrême droite en Ukraine s'est énormément accru en termes de formation de l'identité nationale et de prise de pouvoir politique. Le nouveau gouvernement de Kiev a d'abord tenté de résister à son influence, mais Poroshenko et Zelensky ont finalement dû s'aligner sur l'extrême droite. Par la suite, les rues ont été renommées en l'honneur du collaborateur nazi Stepan Bandera, tandis que Kiev a commencé à blanchir les collaborateurs nazis à l'échelle de l'État. Svoboda avait déjà été dénoncé par l'Union européenne comme un parti politique raciste, antisémite et xénophobe, Oleh Tyanibok, qui avait auparavant pris une position ferme contre la mafia juive moscovite qui dirige l'Ukraine et les Moskalis, les Allemands, les Skiks et autres racailles qui voulaient nous enlever notre État ukrainien. The Right Sector fait de même, a utilisé des drapeaux rouges et noirs de l'Un. Azov a utilisé de manière flagrante 2 symboles combinés de l'Allemagne nazie comme emblème officiel, l'ange loup devant le soleil noir. Foreign Policy, en mars 2014, peu après le coup d'État, la vérité inconfortable est qu'une partie importante du gouvernement actuel de Kiev et les manifestants qui l'ont porté au pouvoir sont effectivement des fascistes. Lors de l'invasion russe, le chef du C-14, Yevhen Karas, a soutenu que les nationalistes avaient été la force décisive à Maïdan. Selon Karas, même si les nationalistes étaient minoritaires à Maïdan en termes de pourcentage de manifestants, ils représentaient la majorité en termes d'efficacité et d'influence. Sans les nationalistes, tout cela se serait transformé en une gay pride. Karas a également déclaré à son auditoire que l'Occident n'avait pas donné d'armes pour aider les Ukrainiens, mais l'avait fait parce que nous avons déclenché une guerre qui répondait aux objectifs de l'Occident. Les nationalistes ont été soutenus par l'Occident en raison de leur résilience, parce qu'on s'amuse. On s'amuse à tuer et on s'amuse à combattre. Pendant la guerre froide, les États-Unis entretenaient des relations avec les fascistes ukrainiens considérés comme des anticommunistes et anti-russes fiables. Après Maïdan, l'extrême droite a farouchement rejeté l'accord de Minsk et s'est opposée à toute concession au Donbass ou à Moscou. Néanmoins, les États-Unis ont commencé à vendre des armes et à former des soldats ukrainiens en 2014 et la CIA a lancé un programme secret en 2015 pour former des paramilitaires ukrainiens à tuer des Russes. L'armée ukrainienne était en mauvais état en 2014 et de nombreux soldats ont fait défection lorsqu'on leur a demandé de retourner leurs armes contre leurs compatriotes ukrainiens dans le Donbass. En effet, le soulèvement dans le Donbass après le coup d'État a encore renforcé l'extrême droite. Le régiment Azov et d'autres groupes fascistes ont encore accru leur influence car ils étaient des instruments importants dans la lutte contre le Donbass. Le régiment Azov a été officiellement intégré à la garde nationale ukrainienne en novembre 2014, ce qui signifie que l'uniforme officiel des soldats des forces armées ukrainiennes comprenait des insignes nazis. Le Congrès américain a reconnu, en les assistant financièrement, que les fascistes se sont révélés être d'excellents soldats, ils ont acquis une grande influence politique et peuvent servir de veto contre tout gouvernement de Kiev qui chercherait à se réconcilier avec le Donbass et la Russie. En septembre 2019, un témoignage a été présenté devant le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, mettant en garde que le bataillon Azov a activement recruté des combattants étrangers motivés
par la suprématie blanche et les croyances néo-nazies, dont beaucoup viennent de l'Occident, pour rejoindre ses rangs et recevoir une formation, un endoctrinement et une instruction sur la guerre irrégulière. En novembre 2021, les États-Unis et l'Ukraine ont été les deux seuls pays au monde à voter contre la résolution de l'ONU, luttant contre la glorification du nazisme. Washington a fait valoir que la résolution était une propagande russe destinée à dénigrer le mouvement indépendantiste ukrainien. Washington, qui avait également critiqué l'accord de Minsk II, a trouvé parmi les nationalistes des alliés fiables. Comme le soutient avec justesse le professeur John Mearsheimer, les Américains se rangeront du côté de la droite ukrainienne. Parce que les Américains et la droite ukrainienne ne veulent pas que Zelensky conclue un accord avec les Russes qui donne l'impression que les Russes ont gagné. Le président ukrainien Petro Poroshenko a connu une transformation étonnante, passant d'un opposant au nationalisme ukrainien à l'un de ses principaux défenseurs. Zelensky s'est présenté sur un programme politique dans lequel il a mis en garde contre la division de l'Ukraine par la haine ethnique contre ses patriotes ukrainiens et la Russie. Mais alors, comme l'avait prédit le ministre ukrainien des Transports, Zelensky s'alignerait également sur l'extrême droite. Et chaque président ukrainien finit par devenir de facto un partisan de Bandera et un combattant contre la Fédération de Russie. La BBC a rapporté en août 2015 qu'une nette majorité de 265 députés sur 450 avait soutenu la première lecture de projet de loi de décentralisation visant à accorder plus d'autonomie au Donbass. Cela a déclenché un violent veto de l'extrême droite, rapportait ensuite des manifestants menés par le Parti radical populiste et le Parti ultranationaliste Svoboda, qui s'opposent à toute concession aux séparatistes soutenus par la Russie, ont affronté la police anti-émeute, ce qui a donné lieu à des affrontements, dont la mort d'un membre de la garde nationale et plus de 100 blessés. Un scénario similaire s'est produit en août 2021, lorsque Zelensky envisageait de poursuivre la formule Steinmeier pour mettre fin au conflit dans le Donbass, qui a donné lieu à de violents affrontements avec des groupes d'extrême droite en dehors du bureau présidentiel. Le spécialiste de la Russie, Stephen Cohen, a soutenu en 2019 que Zelensky n'était pas autorisé à traiter directement avec Poutine, car les opposants nationalistes utilisaient la menace de violence comme veto. Ils ont dit qu'ils destitueraient et tueraient Zelensky s'il poursuivait cette ligne de négociation avec Poutine. En 2020, les milices paramilitaires en Ukraine représentaient environ 102 000 hommes, soit environ 40% de l'ensemble des forces armées ukrainiennes. Ces organisations paramilitaires étaient fortement imprégnées de nationalistes de l'ouest de l'Ukraine et étaient armées et entraînées par les puissances occidentales. Le Combating Terrorism Center de West Point, la prestigieuse académie militaire américaine, a publié une analyse de la manière dont le groupe fasciste en Ukraine a collaboré avec des extrémistes de droite aux États-Unis. Le rapport reconnaît également que les fascistes étaient farouchement opposés à tout règlement pacifique impliquant des concessions. Après que Zelensky soit devenu président, une manifestation a été organisée à Kiev le 6 octobre 2019. Environ 10 000 personnes se sont rassemblées contre le plan du président Zelensky, visant à mettre fin à la guerre qui a été dénoncée comme une capitulation. Après avoir échoué à affirmer son contrôle sur les groupes d'extrême droite au sein de l'armée, Zelensky a dû se rapprocher des nationalistes. Bilecki avait déjà déclaré sa vision pour l'Ukraine. La mission historique de notre nation, en ce moment critique, est de diriger les races blanches du monde dans une croisade finale pour leur survie. Une croisade contre les Untermenschen, dirigée par les Sémites. En décembre 2021, Zelensky a également remis le prix du héros de l'Ukraine à Dmytro Kostyubailo, dirigeant du groupe fasciste Secteur Droit.
Washington s'est également efforcé de blanchir les collaborateurs nazis en les qualifiant de combattants de la liberté avec une vidéo de Radio Free Europe, Radio Liberty, qui affirmait que Stepan Bandera pouvait être considéré soit comme un héros, soit comme un méchant, tout en penchant résolument en faveur du récit du héros. En 2014, et peu après le coup d'État, les conseillers de l'OTAN ont aidé l'Ukraine à évaluer son secteur de sécurité et de défense. Ce qui a finalement conduit l'OTAN à approuver le programme global d'assistance à l'Ukraine en 2016. L'objectif de ce programme global d'assistance était de consolider et renforcer l'assistance de l'OTAN pour l'Ukraine et renforcer ses forces armées conformément aux normes de l'OTAN et parvenir à leur interopérabilité avec les forces de l'OTAN d'ici 2020. L'Ukraine a commencé à constituer une armée formée par l'OTAN et composée de 700 000 soldats plus d'1 million de soldats de réserve. Parmi tous les pays de l'OTAN, seuls les États-Unis et la Turquie disposaient d'une armée plus nombreuse que l'Ukraine, ce qui en faisait un puissant État de première ligne. L'objectif consistait à utiliser les Ukrainiens comme mandataires pour combattre la Russie, avait été préconisé par Georges Soros en 1993, prévoyant un nouvel ordre mondial dans lequel l'OTAN serait l'institution dominante. La menace d'un élargissement de l'OTAN est également considérée comme utile pour attiser les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Bien que l'exigence de l'unanimité de l'OTAN rende improbable l'adhésion de l'Ukraine dans un avenir proche, Washington, poussant cette possibilité, pouvait renforcer la détermination ukrainienne tout en conduisant la Russie à redoubler d'efforts pour empêcher une telle évolution. Les efforts de l'OTAN renforceraient considérablement le potentiel militaire du partenariat, car cela réduirait le risque de sac mortuaire pour les pays de l'OTAN qui constituent la principale contrainte à leur volonté d'agir. L'élargissement de l'assistance américaine à l'Ukraine, y compris une assistance militaire meurtrière, augmenterait probablement les coûts pour la Russie en termes de sang et de trésors du maintien de la région du Donbass. Début 2017, les sénateurs américains John McCain et Lindsey Graham ont rendu visite aux troupes ukrainiennes près de la ligne du front du Donbass pour appeler à une escalade contre la Russie. En 2019, Oleksiy Arestovitch, conseiller populaire du président Zelensky, avait prédit l'invasion russe qui aurait lieu 3 ans plus tard. Arestovitch pensait que l'Ukraine devait rejoindre l'OTAN, sinon elle serait progressivement absorbée par la Russie. Le prix à payer pour rejoindre l'OTAN serait une guerre majeure avec la Russie. Arestovitch a expliqué que la menace d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN inciterait la Russie a lancé une opération militaire à grande échelle contre l'Ukraine pour garantir que l'OTAN serait réticente à nous accepter. Arestovitch a fait valoir que la voie actuelle de l'Ukraine vers l'OTAN rendrait la probabilité d'une invasion russe certaine à 99,9% et que la période entre 2020 et 2022 était la plus critique. Et Arestovitch a prédit une guerre à grande échelle avec la Russie et une adhésion à l'OTAN à la suite de la défaite de la Russie. La chose la plus cool. La victoire serait assurée puisqu'il s'agissait d'une guerre par procuration de l'OTAN. Dans ce conflit, nous serons très activement soutenus par l'Occident avec des armes, des équipements, une assistance, de nouvelles sanctions contre la Russie et l'introduction tout à fait possible d'un contingent de l'OTAN, une non-zone de survol, etc. Nous ne perdrons pas et c'est bien. L'OTAN se préparait également à une guerre contre la Russie dans les États baltes. En septembre 2020, les États-Unis ont placé des systèmes de fusées à lancement multiples pour un exercice de tir réel avec des missiles tactiques en Estonie, à seulement 70 miles de la frontière russe. En 2021, l'Ukraine a accéléré son adoption des normes de l'OTAN. En février 2021, l'Ukraine et l'OTAN ont annoncé leur intention de construire 2 nouvelles bases navales sur la côte ukrainienne de la mer Noire. L'accord prévoyait la construction par le Royaume-Uni d'une nouvelle base navale sur la mer Noire et d'une autre base sur la mer d'Azov.
De mars à juin 2021, l'un des plus grands exercices militaires menés par les États-Unis depuis des décennies a été lancé, incluant la région de la Baltique et de la mer Noire. Defender Europe 2021 comprenait 28 000 soldats de 27 pays différents qui ont manifesté leur soutien à l'Ukraine. Le succès sera donc la confrontation. Pour les États-Unis, le meilleur résultat possible n'est donc pas celui d'accords modestes et d'un engagement en faveur de la prévisibilité, mais celui d'une absence totale d'accord. En août 2021, les États-Unis et l'Ukraine ont signé le cadre de défense stratégique entre les États-Unis et l'Ukraine qui a officialisé l'Ukraine en tant qu'État membre de facto de l'OTAN, en traduisant les achats de l'OTAN en un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Ukraine. En novembre 2021, Moscou voyait une guerre se profiler à l'horizon, alors que les États-Unis et l'Ukraine signaient la charte de partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Ukraine, qui engageait les États-Unis en faveur de la pleine intégration de l'Ukraine dans les institutions européennes et euro-atlantiques pour développer l'armée ukrainienne, approfondir la coopération dans la mer Noire et fournir un engagement inébranlable en faveur de la réintégration de la Crimée en Ukraine. Fin 2021, la Russie a décidé de fixer une ligne rouge appuyée par la menace de la force militaire. Moscou a adressé en décembre 2021 à Washington un projet de traité décrivant les conditions nécessaires au rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Europe. Le projet de traité exigeait que l'OTAN ne s'étende pas plus à l'Est et engageait Washington à ne pas établir de base militaire en Ukraine. En outre, l'acte fondateur OTAN-Russie de 1997 interdisait explicitement à l'OTAN de déployer des troupes permanentes dans les nouveaux États membres. Cependant, les États-Unis et l'OTAN ont rejeté les exigences de sécurité de la Russie, même en discuter était présenté comme un dangereux apaisement. En réponse à la demande de Moscou de garanties de sécurité et aux avertissements contre le franchissement de ces lignes rouges, le président Biden a répondu « Je n'accepte les lignes rouges de personne ». Pour empêcher la guerre, le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré le président Zelensky le 19 février 2022, au cours duquel il a affirmé que l'Ukraine devait renoncer à ses aspirations à l'OTAN et déclarer sa neutralité dans le cadre d'un accord de sécurité européen plus large entre l'Occident et la Russie. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité en février 2022, quelques jours seulement avant l'invasion russe, le président Zelensky a laissé entendre que l'Ukraine pourrait développer des armes nucléaires dans la mesure où le mémorandum de Budapest avait été violé. L'exploration militaire de l'Ukraine par les États membres de l'OTAN constitue une menace existentielle pour la Russie. Le 26 décembre 2021, Poutine a averti que plus de 2 décennies d'expansionnisme de l'OTAN envers les frontières russes avaient poussé la Russie dans une impasse. Le 26 janvier 2022, les États-Unis et l'OTAN ont rejeté les principales exigences de la Russie en matière de garantie de sécurité. Lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre hongrois, Poutine a mis en garde contre une éventuelle grande guerre en Europe. Écoutez attentivement ce que je dis. Il est inscrit dans la doctrine ukrainienne qu'elle veut reprendre la Crimée par la force si nécessaire. Ce n'est pas ce que disent publiquement les responsables ukrainiens. Ceci est écrit dans leurs documents. Imaginez que l'Ukraine soit un pays de l'OTAN et qu'elle lance ses opérations militaires. Que sommes-nous censés faire? Lutte contre le bloc OTAN? Quelqu'un a-t-il réfléchi au moins à cela? Apparemment non. Conclusion. Lors d'une rencontre avec Macron début février, Poutine a réitéré que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN et s'il décide de reprendre la Crimée par des moyens militaires, les pays européens seront automatiquement engagés dans un conflit militaire avec la Russie. La Russie est entrée en guerre en février 2022 après avoir été convaincue que les efforts diplomatiques étaient vains et épuisés. Il a été reconnu que la Russie était peut-être tombée dans un piège alors que les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN se préparaient à une longue guerre par procuration.
Pourtant, après 8 années de sabotage de l'accord de Minsk II, Moscou pensait apparemment qu'une démonstration de force convaincrait l'Ukraine et l'Occident de faire la paix. Quelle que soit la réaction de l'Occident face au recours à la force militaire par la Russie, l'hypothèse était que si la guerre était inévitable, il était alors important de frapper en premier. Donc ce discours est issu de The Ukraine War and the Eurasian World Order de Glenn Dizon, édition Clarity Press parue en 2024, et c'est une lecture incontournable pour quiconque veut comprendre le grand changement dans la répartition mondiale du pouvoir qui s'opère sous nos yeux. Donc, selon John G. Mearsheimer, Wendell Harrison, professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Chicago.